3, 2, 1... Salut à tous, c'est le 6ème homme, bienvenue sur la chaîne NBA de Basket Info. Aujourd'hui, c'est la 100ème, et ouais, 100 vidéos sur la chaîne, c'est pas ouf? Moi en tout cas, ça me fait kiffer. Alors pour fêter ça, avant de vous proposer un chouette concours avec Mareuil Édition en fin de vidéo, c'est un overtime bien particulier que je vous ai concocté. Vous vous rappelez là de mes top 6 à l'ancienne, avec les critères, les étoiles et tout? J'ai toujours adoré faire ça, faire plein de calculs, regarder les stats, les palmarès, les carrières et essayer de comparer les joueurs. Sauf qu'avec le top 100 all-time là que je voulais absolument terminer, c'est vrai que j'ai un petit peu mis les overtime avec les étoiles de côté. C'est vrai que ça fait longtemps. Grave, ça me manquait. Du coup, pour cette 100ème, c'est le top 6 des meilleurs 6ème hommes de l'histoire que je vous propose. C'est pas toi le meilleur 6ème homme all-time? Que t'es mignon toi, mais non, et comme d'hab, je vous préviens. L'intro risque d'être un tout petit peu longue, mais croyez-moi, je vais faire de mon mieux. Par contre, avant de commencer, j'aimerais planter le décor et expliquer un petit peu tous les critères que j'ai utilisés pour classer ces joueurs. Du coup, je commence direct. Le premier que je prends, c'est la longévité en tant que 6ème homme. Pour ça, je vais juste compter le nombre de saisons qu'un gars a passé en endossant ce magnifique rôle. Pour qu'une campagne soit comptabilisée, c'est simple. Il faut que le joueur ait débuté la majorité des matchs de la saison en sortant du banc. C'est plutôt normal. Après, il faut avoir disputé un minimum de rencontres aussi. Par exemple, je ne vais pas prendre en compte un exercice si un gars n'a joué que 10 matchs sur 82 possibles. Toujours aussi logique. Puis pareil, pour être considéré comme un 6ème homme, faut avoir un certain apport, un minimum de temps de jeu et faire quelques perfs. Pour moi, un mec qui joue 10-15 minutes par match et marque 4 points environ en moyenne sans trop défendre, c'est un remplaçant, pas un six-man. Ensuite, le deuxième critère sera tout aussi évident, il correspondra à l'impact collectif. Un 6ème homme qui aide sa team à remporter un titre aura forcément plus de valeur à mes yeux qu'un 6ème homme qui ne dispute pas les playoffs. Par contre, attention, encore une fois, si un gars, lors d'une saison où il est titulaire, fait un bon parcours en playoffs, je ne le prendrai pas en compte. C'est bel et bien la carrière de 6ème homme, et j'insiste là-dessus, que je mets en valeur. Ensuite, dans la même idée, j'analyserai l'impact individuel de tous ces six-men. Ça passera par les stats en sortie de banc, mais aussi la défense, le côté clutch et la propension à terminer les matchs. Évidemment, tout ça dans un tel top, c'est hyper important. Enfin, en quatrième critère, je donnerai une note pour les awards remportés. Évidemment, les trophées de meilleur 6ème homme seront mis en valeur, mais ce ne sera pas tout. Il y aura aussi les éventuelles sélections All-Star ou dans les équipes All-NBA. S'il y a aussi des trophées de MIP, de meilleur défenseur et tout le reste, ce sera pris en compte aussi. Par contre, vous avez capté. Ouais, si un joueur remporte une distinction lors d'une saison où il n'est pas 6ème homme, tu ne la comptabiliseras pas. Wow, mais tu suis toi pour une fois, ça fait plaisir. En tout cas, les 4 critères, vous les avez. La longévité, l'impact collectif, l'impact individuel et les awards. Pour chacun de ces domaines, je donnerai une note entre 1 et 5 étoiles. Ça donnera au final une évaluation sur 20, sauf que des fois, il y a eu des égalités. Du coup, ces joueurs-là, je les ai départagés arbitrairement selon mon propre ressenti. Et soyons honnêtes, le nombre de bagues a souvent été crucial. En tout cas, avec l'aide de Cynthia, une abonnée que je remercie, même si nous n'étions pas toujours d'accord, nous avons compté les étoiles pour près d'une trentaine de 6ème hommes dans l'histoire de la ligue. Du coup, dans cette vidéo, je vous présente mon top 6, mais si vous voulez aller plus loin, il y aura toute la suite de mon classement dans la description de cette vidéo. Parce que ouais, en vrai, il y en a bien plus que 6 des 6ème hommes qui m'ont marqué dans l'histoire. Bon, là je crois qu'on est ok, c'est parti pour la 100ème vidéo de l'histoire de ma chaîne, le 6ème homme, consacré spécialement au 6ème homme. Et qui dit 100ème dit aussi générique vintage, c'est parfois pas mal le retour aux sources. En numéro 6, je vais parler de Jason Terry, le Jet. Je lui ai compté 8 saisons en tant que 6ème homme. Parce que oui, lors de son début de carrière à Atlanta, mais aussi lors de ses 2 premières saisons à Dallas, l'arrière était starter. Par contre, quand en 2007, Avery Johnson a décidé de le faire sortir du banc, le Jet s'est carrément trouvé une vocation. Parce que ce rôle, Terry ne l'a plus jamais lâché. Il s'est ainsi affirmé comme un leader de la seconde unit pendant quasi tout le restant de sa carrière. Pour ses 8 saisons en tant que 6ème homme, je lui file 4 étoiles. Puis sur ces 8 saisons-là, le mec a connu de vrais résultats en plus. 6 participations aux playoffs notamment, au sein desquelles il a connu un titre assez légendaire en 2011 face au hit de LeBron James, Dwayne Wade et Chris Bosh. C'est plutôt lourd et pour ça je lui offre 4 étoiles supplémentaires. Place à son impact individuel désormais et commençons par analyser ses performances lors du titre en 2011. Lors de la finale, avec 18 points par match en moyenne, il était le meilleur scoreur de sa team derrière Dirk Nowitzki. Pas mal, non? Mais c'est pas tout, lors des matchs 5 et 6 ultra décisifs remportés par les Mavs, le Jet s'est transformé en héros. Lors du Game 5, avec des paniers hyper clutch, il fut l'artisan principal d'un 15-3 infligé au hit dans le Money Time pour s'assurer
s'assurer de la victoire, avant de planter 27 points dans l'ultime match 6 pour s'assurer du titre. Ajoutez à ça une moyenne de 14 points par match en carrière sur son temps passé en tant que 6ème homme et ça nous donne 4 nouvelles étoiles. Ça commence très très fort, dis donc. Grave, et voyons si c'est la même chose du côté des awards. Jason Terry a été élu dans la All Rookie Second Team lorsqu'il était remplaçant pour sa première saison à Atlanta, puis a ensuite remporté le trophée de meilleur 6ème homme en 2009. C'est bien, mais ce n'est pas non plus ouf de chez ouf, je lui mets donc 3 étoiles. Du coup 4 plus 4 plus 4 plus 3 égale 15 étoiles au total. Une belle petite somme pour s'octroyer la 6ème place. Vient maintenant mon number 5, numéro 5, Tony Kukoc. Lui, je lui ai compté 7 saisons en tant que 6ème homme. Parce qu'en vrai, pendant tout son passage aux Bulls, il fut un peu entre les deux. D'abord 6ème homme, il a ensuite vite pris la place de starter, puis avec l'arrivée de Rodman, il fut renvoyé sur le banc, mais finalement, il se retrouvait tout de même encore très souvent dans le 5 en raison des absences de ses potes. Voilà pourquoi je ne peux pas compter la saison 97-98 par exemple, lors de laquelle il a disputé 52 rencontres sur les 74 qu'il a joué. Si vous regardez les playoffs de cette année-là d'ailleurs, vous vous rendrez vite compte que la plupart du temps, en début de match, Kukoc était sur le terrain alors que Rodman était sur le banc. En tout cas, après son départ de Chicago, le Croate a endossé le rôle de 6ème homme pendant tout le restant de sa carrière. Seules ses dernières saisons à Milwaukee n'ont pas été comptabilisées en raison de son âge vieillissant et de ses performances moindres. Je lui donne donc un total de 7 campagnes en tant que six-man, ce qui lui fait 4 étoiles. Ok, et collectivement, ça a donné quoi ces saisons-là? Du très lourd, parce que même si je ne peux pas comptabiliser le titre de 1998 en raison d'une place de titulaire beaucoup trop fréquente, ceux de 96 et 97 ont forcément de la valeur. Être le 6ème homme de l'une des toutes meilleures équipes de l'histoire, évidemment c'est important. Puis dans ce rôle-là, il n'a manqué les playoffs qu'une seule fois, c'était avec Atlanta en 2002, c'est dire la régularité du gars. Tony Kukoc se retrouve donc avec 5 étoiles pour l'impact collectif. Du coup, évoquons ce qu'il a fait individuellement pendant ces saisons-là. D'abord, un truc à savoir, qu'il soit titulaire ou non, Tony Kukoc était constamment sur le parquet lors des fins de match serrés des Bulls. Lors de chaque finale NBA qu'il a disputé, il a joué un très gros rôle. Le plus beau symbole d'ailleurs restera son dunk à la fin du match 6 en 1997 lors des finales NBA pour s'octroyer le titre. Alors que le Jazz possédait la balle pour revenir au score, voire passer devant, Scottie Pippen se jette, il intercepte la balle et balance la gonfle à Tony Kukoc qui part au dunk pour sceller cette aventure et remporter sa 2ème bague en carrière. Sur toutes ces saisons en tant que 6ème homme, ses stats ne sont pas ultra ouf mais sont bien complètes, avec plus de 10 points, 3 rebonds et 3 passes de moyenne. Ces chiffres, couplés à son rôle, lui apportent 3 étoiles au niveau de l'impact individuel. Pour ce qui est des awards, on est exactement sur les mêmes choses que Terry. Une All Rookie Second Team en 1994 et un trophée de meilleur 6ème homme en 1996. Aucune raison de faire 2 poids 2 mesures, Tony Kukoc obtient donc lui aussi 3 étoiles dans ce domaine. 4 plus 5 plus 3 plus 3 égale 15, comme Terry encore. C'est vrai que les deux joueurs, même s'ils ne se ressemblent pas beaucoup dans le jeu, sont assez proches dans la gritness finalement. Ceci dit, le niveau des Bulls des années 90, mais aussi le nombre de bagues remportées par le Croate m'ont définitivement convaincu de le mettre devant son compère des Mavericks. Go pour la place 4 maintenant que j'ai attribué à Michael Cooper. Pour la longévité, lui c'est simple. À part sa saison rookie où il n'a joué que 3 matchs, toutes ses autres campagnes je les ai comptabilisées comme des exercices en tant que 6ème homme. Ça lui fait donc 11 saisons dans ce rôle, toutes jouées aux Lakers sur lesquelles il n'a jamais dépassé les 20 matchs en tant que titulaire. Niveau longévité, plus de 10 saisons, c'est très lourd et ça lui fait direct 5 étoiles. Pour les résultats collectifs, c'est la même, c'est très violent. Jamais le gars n'a manqué les playoffs sur les saisons que je lui ai comptabilisées et aux côtés des Lakers Showtime, il est allé 8 fois jusqu'en finale, dont 5 fois jusqu'au titre. Comment faire autrement que de lui mettre 5 étoiles dans ce domaine? Ah ok, je sens que pour ce critère, tu vas mettre 5 étoiles à tout le monde. Bah c'est sûr, là on évoque le top 6 et quand on arrive à ce niveau, il y a des chances que les mecs soient allés loin en playoff, c'est logique. Par contre, crois-moi, parmi tous les joueurs qui sont passés sous mon radar et qui seront listés en description, ceux qui ont obtenu 5 étoiles dans ce critère restent très rares. Par contre, quand à ton actif, t'as plusieurs bagues au doigt en tant que six-man, comment faire mieux? Vraiment, pour moi, ça me semble cohérent que ces mecs aient 5 étoiles. Mais bref, enchaînons sur l'impact individuel de Michael Cooper. Le Laker avait une spécialité lorsqu'il sortait du banc. Contrairement à beaucoup de 6ème hommes, il n'était pas un joker offensif, mais un joker défensif. Son objectif était simple, étouffer la star adverse et faire en sorte qu'il reçoive le moins de ballons possible. Alors c'est clair que ses stats, même si elles sont complètes, restent plutôt faibles par rapport à d'autres gars que j'ai étudiés. Mais ouvrez les yeux, Coop, ce n'est pas seulement dans les chiffres que son impact individuel se mesure. Surtout qu'un truc qui m'a particulièrement marqué en revoyant les matchs de sa fin de carrière, c'est comment le gars s'est transformé en shooter à 3 points dans les matchs importants. Big up particulier à ce Game 2 des finales 1987 où l'arrière a sorti un 6 sur 7 à 3 points alors que personne ne l'attendait là. Dommage que de telles perfs à longue distance n'aient pas eu lieu pendant toute sa carrière, sinon je pense que les 4 étoiles il les aurait eu. Ceci dit, il s'en sort avec 3 étoiles, ce qui est quand même vraiment pas mal pour un mec qui en carrière tourne à moins de 9 points de moyenne par rencontre. Franchement je te comprends, j'avoue que c'est jamais simple à évaluer les statistiques des spécialistes de la défense, mais pour les awards, il s'en sort comment? Ah bah là ça compense. Ok, Cooper n'a jamais été élu 6ème homme de l'année, il n'a jamais été All-Star non plus. Ça l'empêche probablement d'avoir 5 étoiles. Par contre, être 8 fois dans les defensive teams et être défenseur de l'année en 1987, c'est ultra lourd, d'autant plus quand tu sors du banc. Cooper obtient donc 4
4 jolies étoiles pour ce qui est des distinctions individuelles. 5 plus 5 plus 3 plus 4 égale 17. C'est l'excellent total qu'atteint Michael Cooper pour s'asseoir à la 4e place de notre classement du jour. Maintenant, place aux choses sérieuses vu qu'il est temps d'évoquer le podium. Et en numéro 3, je vous présente Manu Ginobili. Pour la longévité, rien à dire. Le gars, mis à part les saisons 2004-2005, 2005-2006 et 2010-2011, a toujours été 6ème homme. Ça lui fait 13 campagnes au compteur dans ce rôle. Allez, on perd pas de temps, let's go pour les 5 étoiles. Pour ce qui est des résultats collectifs, encore une fois, vous avez compris le système. Je ne lui compte pas le titre de 2005, car cette saison-là, il était starter. Par contre, il lui reste ceux de 2003, de 2007 et de 2014, où à chaque fois, il a joué un vrai rôle. Lui non plus n'a jamais loupé les playoffs pendant toute la durée de sa carrière de 6ème homme. Enfin si, en 2009, mais c'est parce qu'il était blessé, on ne peut pas lui en vouloir pour ça. Du coup, t'as compris l'issue. Si Kukoc et Cooper ont eu 5 étoiles, pour Manu c'est pareil, 5 étoiles direct. Voilà, comment veux-tu faire autrement? Puis parlons de son impact individuel désormais. Dans les gros games, celui qui m'a le plus marqué, c'est son match 4 lors des finales 2007 pour sweeper les Cavs. En sortie de banc, le mec termine meilleur scoreur et meilleur passeur de sa team avec 27 points et 5 passes décisives, boum. Sa saison 2007-2008 est folle aussi, l'Argentin termine quasiment à 25-5 en sortie de banc. Enfin, en carrière, ses stats en tant que six-man sont plutôt sympathiques, plus de 12 points, 3 rebonds et 3 passes tout en ayant une vraie présence aux interceptions. Ça lui file 4 étoiles. Il ne me reste plus qu'à jeter un œil aux awards pour être complet. Alors déjà, c'est dommage, El Manu a été 2 fois All-Star mais ça ne peut pas compter. Et oui, ces 2 sélections au match des étoiles ont eu lieu lors de 2 saisons où il était titulaire. Il en est de même pour sa sélection en third team en 2011, je ne peux pas la prendre en compte pour les mêmes raisons. Par contre, son apparition dans la All-NBA third team en 2008, mais aussi celle dans la All-Rookie second team de 2003 sont-elles bel et bien d'actualité. Ajoutez à ça son trophée de meilleur 6ème homme en 2008 et on obtient un joli palmarès. Je lui donne donc 4 étoiles pour les awards, mais il s'en est fallu de peu pour arriver à 5. 5 plus 5 plus 4 plus 4 égale 18 étoiles pour notre 3ème meilleur 6ème homme all-time Manu Ginobili. Hey guys, do you think we can use that? It's true, right? En position numéro 2 vient Kevin McHale des Boston Celtics. Sur les 13 saisons qu'il a jouées, je ne lui comptabilise pas celles se situant entre 1985 et 1989, durant lesquelles il a majoritairement été starter. Ceci dit, avant et même après, le rôle de 6ème homme, il l'a endossé à merveille. Ça lui fait 9 saisons en tant que six-man qui lui offre 4 étoiles pour ce qui est de la longévité. Parlons maintenant des résultats collectifs, et lui non plus n'a jamais loupé les playoffs pendant toute sa carrière de 6ème homme. Ça lui a permis de remporter 2 titres, en 1981 et en 1984. Celui de 1986 ne compte pas parce qu'il est titulaire, c'est toujours le même principe. Mais quand même, c'est très lourd, le mec a toujours été dans des équipes qui gagnaient beaucoup et a obtenu 2 bagues. Je le répète, on ne se rend sûrement pas compte à quel point c'est huge quand on compare ça à d'autres 6ème hommes qui pourtant sont très très bons mais n'ont jamais fait mieux que des demi-finales de conférence. Allez, c'est bon, j'ai capté, arrête de te justifier et file-lui ces 5 étoiles à Kevin McHale. Ouais, je vais pas me gêner, niveau résultat collectif, Kevin McHale est un 5 stars player. Mais niveau impact individuel, ça donne quoi? Je vous le dis tout de suite, c'est immense. 16 points, 7 rebonds et quasiment 2 contre de moyenne sur les années où il est sorti du banc. Son jeu au poste était létal et lui a clairement beaucoup servi lors des matchs les plus importants de sa carrière. Au cœur de mes souvenirs, enfin je ne sais pas si c'est le mot vu que je ne suis né que quelques mois après, la finale 1984. Jusqu'à ce jour, McHale était considéré comme un joueur très efficace mais un peu trop soft. Larry Bird le chambrait d'ailleurs régulièrement pour son côté nice guy trop prononcé à une époque où les coups pleuvaient dans la grande ligue. Donc revenons à ce match 4 des finales 1984 avant lequel les Celtics mènent 2-1 face aux Lakers. Sauf que le match 3 avait été remporté de plus de 30 points par les Californiens et ils avaient pris l'ascendant psychologique. Du coup, avant la rencontre, Bird ordonne à McHale d'être méchant, de sortir les crocs. Il ne doit plus laisser aucun panier facile à ses adversaires. Une fois le match commencé, l'intérieur des 6 prend alors ses consignes au pied de la lettre. Sur une contre-attaque de Kurt Rambis, il va alors commettre l'une des fautes les plus incroyables de l'histoire du basket en mode coup de la corde à linge. Bien sûr, je ne peux pas vraiment applaudir ça. Par contre, ce qui me plaît, c'est que ce jour-là, pour le bien de l'équipe, McHale est réellement allé contre sa nature de nice guy. Cette faute, aussi horrible soit-elle, et même si elle a été suivie d'une baston, on s'en rappellera comme le momentum qui a permis à Boston de revenir dans la partie et même dans la série. Et ouais, parce que lors de ce match 4, les Celtics se sont finalement imposés en prolongation et ont remporté le titre après 7 matchs acharnés. Comme quoi, parfois, chaque geste a son importance. Bon, et puis mine de rien, McHale lors des finales 1984, ce serait totalement injuste de ne se rappeler que lui pour son côté bouché qui a découpé Kurt Rambis. Son Game 1 à 25-8 ou son Game 5 à 19-10 cette année-là n'ont clairement pas été étrangers à la réussite des Celtics. Alors let's go, 5 étoiles encore. Et à votre avis, est-ce que ce sera la même pour les awards? Écoutez plutôt, sur les 9 saisons pendant lesquelles il a été 6ème homme, McHale a été élu 3 fois All-Star et 2 fois dans les Defensive Teams. En parallèle, il fut pris dans la All-Rookie First Team en 1981, mais surtout fut élu meilleur 6ème homme à 2 reprises en 1984 et 1985. C'est tellement huge. Et puis heureusement que je ne compte pas les saisons pendant lesquelles il a été titulaire, ça aurait été encore plus dingue. Pas d'hésitation possible, ces awards lui donnent à nouveau 5 étoiles. 4 plus 5 plus 5 plus 5 égale 19 étoiles, qui donne un
total énorme à McHale qui pourtant n'apparaît pas à la première place de notre top du jour. Il obtient ceci dit une deuxième place magnifique qui visiblement lui donne envie de chanter. Et pour finir, le grand gagnant de la 100e vidéo de toute mon histoire, c'est John Havlicek, Hondo. Et ouais, voici une nouvelle preuve qui est là pour souligner à quel point l'histoire de la Maison Verte est riche. Bon, niveau longévité par contre, il s'en est fallu de peu pour qu'il perde des points. Parce que ouais, si Havlicek fut le 6e homme attitré de cette team de Boston pendant toute sa première partie de carrière, ce ne fut plus le cas à partir de 1969 en raison des départs de Bill Russell et de Sam Jones, mais aussi de l'arrivée de Tom Heinsohn au coaching. Ça lui fait donc un total de 7 saisons en tant que 6e homme qui lui offre 4 étoiles dans le domaine, comme Tony Kukoc finalement. Par contre, s'il y a un secteur dans lequel il compense de façon phénoménale, c'est bel et bien les résultats collectifs. Sur ces 7 campagnes dont je parle, le gars a remporté 6 titres. Y a-t-il besoin que je développe vraiment plus? Sur cette période-là, seuls les Sixers de 1967 l'auront empêché une fois d'aller au bout. Forcément, je lui donne 5 étoiles à lui aussi. Bah oui, avec 6 titres, tu peux pas faire autrement, mais forcément ça aide aussi quand tu joues avec Bill Russell. Ok, je veux bien entendre que ça aide, mais ne sous-estime pas Havlicek. Le mec a eu beau sortir du banc, il a compilé des chiffres proches de 20 points, 6 rebonds et 4 passes de moyenne pendant qu'il a été 6e homme. Et là, je te parle même pas des interceptions, Hondo était visiblement très doué dans ce domaine, mais pas de chance pour lui, cette stat n'était pas comptabilisée à l'époque. Puis bon, il était quand même un six-man particulier, puisqu'en 1964 et en 1969, il était le meilleur scoreur d'une team composée de Bill Russell, comme tu le disais, mais aussi de Sam Jones. C'est ultra énorme. Ajoute à ça son interception légendaire en 1965 lors du match 7 de la finale de conférence hyper serrée face aux Sixers. Ce truc-là, j'en parle parce que c'est épique. Les Celtics mènent 110 à 109, les 76ers remettent la balle en jeu ligne de fond et n'ont plus que quelques secondes pour scorer, passer devant et se qualifier en finale. Al Greer cherche alors Wilt Chamberlain, mais il est beaucoup trop bien pris par Bill Russell. Il change alors de cible au dernier moment et envoie la balle vers Chet Walker. Mais là, qui surgit? Un John Havlicek de seulement 24 ans qui subtilise le ballon le plus important du match et permet aux siens de s'envoler vers les finales. La légende dit que dans sa tête, il aurait compté les secondes, sachant que Greer attendrait le meilleur moment pour essayer d'envoyer la balle à Chamberlain avant de changer d'avis. Ça lui a permis d'anticiper, de se jeter sur la gonfle et de porter les Six vers la win. Exactement le genre de truc mythique qui prouve l'apport que John Havlicek avait. Forcément, là aussi il y a 5 étoiles. Alors finissons par les awards et préparez-vous à être choqués. Ok, Hondo n'a jamais obtenu de trophée de meilleur 6e homme, mais c'est plutôt normal vu que cette distinction n'a été créée qu'en 1982. Ça ne lui a pas empêché d'être dans la All-Rookie First Team en 1963, d'être 4 fois All-NBA, 4 fois All-Star et même dans la All-Defensive Second Team en 1969. Puis là je parle même pas de ses saisons titulaires qui sont encore plus ouf, il a pas besoin de ça pour se démarquer par rapport aux autres. Donc t'as pigé 5 étoiles encore. Du coup 4 plus 5 plus 5 plus 5 égale 19 étoiles, exactement comme Kevin McHale est réparti de la même façon en plus. Ah ouais, méga égalité au sommet là en vrai, t'as fait comment alors pour les départager? En vrai, j'ai pas hésité une seconde. McHale a l'avantage de la longévité, mais sur les résultats collectifs, l'impact individuel et les awards, y a pas photo, John Havlicek est clairement au-dessus. Pour moi, et selon mes critères, Hondo est donc tout simplement le meilleur 6e homme de la NBA all-time. Go one-on-one and the slam dunk, and I think they're exciting plays, but I think that you lose some of the concepts of basketball. Jason Terry, Tony Kukoc, Michael Cooper, Manu Ginobili, Kevin McHale, John Havlicek, voilà pour ce qui est de mon top 6 des meilleurs 6e hommes de l'histoire, voilà pour ce qui est de ma 100e vidéo all-time. Donc là on est pas mal avec ce top 6, mais franchement écoutez-moi, allez voir la suite du classement dans la description. C'était vraiment un crève-cœur de ne pas trouver de place pour des gars comme Jamal Crawford ou Lou Williams dans cette vidéo du jour, mais vous pourrez voir qu'il ne leur manquait pas grand-chose. Tout s'est sûrement joué en raison des résultats collectifs. Voir qu'aucun des deux n'a jamais passé un deuxième tour de playoff dans sa carrière de 6e homme, ça a forcément pesé dans la balance. Bon, sinon, j'espère qu'après tout ce temps, la chaîne vous plaît toujours. Après 100 vidéos, c'est peut-être le moment de me faire des petits retours en commentaire. L'occasion est belle, non? Qu'est-ce qui vous plaît dans mes vidéos? Qu'est-ce qui vous plaît moins? Quelles pistes me proposez-vous? Lâchez-vous, ça me ferait du bien d'avoir de vrais avis sincères, c'est le moment. Mais avant de lire tous ces commentaires qui m'intéresseront forcément grandement, comme d'habitude, je ne vous laisse pas sans faire une place à votre rubrique. Aujourd'hui, c'est un concours avec Mareuil Édition que je vous propose. Et là, ça rigole pas, je vous propose juste un chef-d'œuvre qui vient pile à temps pour compléter la série The Last Dance qui vient de se terminer sur Netflix. En 1999, le journaliste David Halberstam, qui n'est pas n'importe qui vu qu'il a remporté le prix Pulitzer, a sorti ce bouquin de plus de 500 pages. Le titre original, c'était Michael Jordan Playing for Keeps. Comme vous le voyez, le best-seller a enfin été traduit en français par Mareuil Édition et croyez-moi, ça vaut le détour. Avec ce bouquin, vous saurez tout sur la carrière, mais aussi sur la vie de celui à qui j'ai attribué la place de numéro 1 dans mon top 100 all-time. Si vous voulez mes arguments, je vous conseille d'aller la voir cette vidéo. Ce qui m'a plu, c'est qu'on sent que l'auteur est un
un journaliste chevronné qui n'hésite pas à recueillir des témoignages judicieux. En plus de ça, il manie le don de l'anecdote à merveille et tout ça c'est hyper révélateur, notamment sur l'énorme esprit de compétition de MJ. Je ne vais pas trop vous en dire pour ne pas vous spoiler, mais ce bouquin qui raconte l'ascension de A à Z du joueur des Bulls, je l'ai dévoré. Alors même si on peut regretter quelques petites approximations dans la traduction, notamment pour le vocabulaire qui est lié au basket et qui ne peut être compris que par les spécialistes, ce livre je vous le conseille vivement. Il est disponible au prix de 21 € je crois dans toutes les bonnes librairies. Mais bon, vous l'avez bien compris, il y a un petit chanceux parmi vous qui pourra le recevoir sans dépenser 1 €. Pour ça, c'est tout simple, il faut tout d'abord répondre à une question. La voici, contre quelle équipe Michael Jordan a-t-il fait son fameux retour à la compétition en 1995 en arborant le maillot numéro 45? Vous avez la réponse, mettez-la en commentaire, ça vous donnera une chance d'être tiré au sort pour remporter le cadeau du jour. Comme d'hab, je vous donnerai le nom du grand gagnant à l'occasion de la vidéo de la fin de semaine prochaine. Alors pour ne pas louper l'annonce de votre nom, ce qui serait très bête mais qui arrive quand même parfois, une seule solution. Abonnez-vous à ma chaîne et activez la cloche en cliquant sur toutes les notifications pour être prévenu dès que ça sort. Pour garder un lien avec l'actu NBA avant que ça reprenne, participer à des quiz, débattre avec la commu, mais découvrir aussi au quotidien mes NBA All-Time Teams que j'ai adoré faire, c'est sur Basket Info, Discord et Instagram que ça se passe, vous connaissez. Et pour finir, vous maîtrisez les bails. Si vous voulez qu'on fasse encore 100 vidéos supplémentaires, voire 1000, une seule solution, mettez-moi un énorme pouce bleu en bas de cette vidéo pour soutenir la chaîne. J'ai envie d'aller loin moi encore avec vous et pendant encore le maximum de temps possible. Alors est-ce que je peux compter sur cette commu que vous représentez? Moi franchement j'aimerais bien. Alors vous avez capté, c'est easy. À très vite.